les prix. Et puis au 070 233 466, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Pour celles d'avant 97, c'est déjà cuit. Bruxelles lance donc en 2018 sa fameuse LEZ, Low Emission Zone, pour combattre la pollution de l'air. Et outre le contrôle par caméra intelligente et non plus par vignette comme on le pensait hier, ce qui est très intéressant, c'est l'agenda. Donc, en 2018, votre diesel immatriculé avant 97 sera interdite. En 2019, l'interdiction des diesels d'avant 2001 sera effective. En 2020, interdiction des diesels d'avant 2006. Et en 2022, interdiction des diesels d'avant 2011. Bref, au-delà de 10 ans, votre diesel est persona non grata. C'est la question pour vous ce matin. À cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, 3 débats, c'est vous qui le dites. En bref, c'est les 70 ans de l'immigration italienne, l'arrivée de la grille indicative des loyers et enfin les voitures diesel bientôt sur liste noire à Bruxelles. Le débat peut à présent commencer. Les deux premiers débatteurs à affronter leurs arguments ce matin sont Isabella Lanaduzzi, fondatrice de Jump, une organisation qui s'occupe de l'égalité homme-femme en entreprise et au travail, et Martial Dumont, journaliste politique à l'avenir. Martial, Isabella, bonjour. Buongiorno. Ah, c'est à l'italienne pour ce premier débat sur la table. 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Isabella, je sais que vous avez des origines italiennes. Vous nous direz dans un instant qui est le premier de la famille à avoir posé le pied chez nous. Martial, d'abord un regard, 70 ans après. Un jour, on signe un accord des hommes contre du charbon et ces hommes vont venir dans nos mines parce qu'on n'a plus assez de personnel, on n'a plus envie d'y aller. Votre lecture de l'histoire, c'est atroce comme accord ou c'était salutaire pour notre pays économiquement ? Alors économiquement, clairement, ça a été salutaire pour notre pays. On sait combien les Italiens ont été courageux dans nos mines et ont fait un énorme boulot qui nous a permis d'être à l'époque l'un des pays les plus riches et les plus prospères du monde, puisque le charbon avec l'acier et le verre était vraiment l'une des mamelles de la Wallonie, et ce sont les Italiens en grande partie qui nous ont aidés à réaliser ça. Je voudrais un nom maintenant, Isabella. Quel est le premier dans votre famille à avoir posé le pied sur le sol belge ? Il s'appelait Pietro Lenarduzzi et donc c'est mon grand-père qui est venu en tant que mineur à cause de ces accords de charbon suivis ensuite. Vous connaissez l'histoire? Il vient dès 46 ou il vient plus tard? Il vient dès 46. Dès 46. Oui. Et puis en 48, il est suivi par sa femme et tous ses enfants et on les a mis dans des baraquements. Alors c'est étonnant parce que l'accord prévoyait un logement digne. Le logement était tout sauf digne puisque c'était des espèces de c'était des baraquements de prisonniers qui avaient servi à des prisonniers. C'était des tonneaux comme ça, coupés en deux, mis sur le sol, une terre battue, donc du fer. Ils étaient à plusieurs familles dedans, il y avait des rats, enfin c'était juste épouvantable. Ah, c'est pour ça que je vous demandais votre regard, Martial. Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'époque de l'ordre de l'exploitation de cette main-d'œuvre? On a fait venir des hommes, ou on a fait venir une masse salariale qu'on n'a pas soignée comme il fallait? Oui, ça, il faut bien dire que l'accueil à la base n'a pas été exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, dans les années qui ont suivi, ça s'est un peu amélioré. Ils ont pu accéder à des petites maisons, des corons, etc. Mais c'est vrai qu'à la base, ils étaient véritablement parqués et on les utilisait, je ne veux pas dire quasiment comme des esclaves, mais c'était vraiment de l'exploitation. Vous avez pu parler avec votre grand-père? Il avait l'impression d'avoir été utilisé comme un esclave à l'époque dans les charbonnages. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, toute ma famille ne remerciera jamais suffisamment la Belgique de les avoir accueillis parce que sinon... C'est un sauvetage. C'est vraiment un sauvetage. Il n'y avait pas le choix si on voulait manger à sa faim et si on voulait donner un avenir à ses enfants. Et donc, merci à la Belgique d'avoir fait ça, même si c'était dans des conditions épouvantables. Jamais... Alors que maintenant, il y a par exemple tout un tabou sur l'immigration raisonnée. On a plein de métiers en pénurie actuellement et on n'envisage pas, parce que c'est complètement tabou, de faire venir des personnes qui auraient ces qualifications-là. Là, c'était contre du charbon. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que pendant 5 ans que de faire de la mine. Donc c'était vraiment des conditions absolument terribles. Donc la société a vraiment évolué. De quelle région venait votre grand-père? Du Nord-Est, le Friouli. Du Nord-Est. Nous sommes à Soumagne maintenant. Johanna, bonjour. Bonjour.
Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? C'est mon papa. En quelle année? Mon papa est arrivé en 50 et puis maman est arrivée en 52 avec ma sœur, mon frère aîné et mon frère qui a eu 1 an quand il est arrivé ici en Belgique. Ah, ils sont arrivés donc dans la deuxième vague. Votre papa, il vous dit pourquoi il part? Il a l'impression de fuir l'Italie, il a l'impression d'arriver ici dans un Eldorado. Comment il vous explique ce trajet? Écoutez, mon papa, quand il est arrivé, c'était le travail qu'il fallait, parce que en Italie, il n'avait pas en Sicile, puisque papa vient de Sicile, donc il n'avait pas beaucoup de travail, et il est arrivé en Belgique, il a travaillé dans la mine, et nous, ici, nous, après, il a travaillé toute sa vie, et il en est décédé, mais Il en est décédé, ça veut dire qu'il est mort de ce travail, est mort de cette charge? Écoutez, il est mort parce que il y avait la maladie des mineurs. Vous portez quel regard alors sur cet accord? Vous portez un regard tendre sur cet accord? C'est une partie de l'histoire de la Belgique et ça a constitué une belle communauté italienne. Ou vous êtes plutôt sévère? Votre père en est mort. Écoutez, on est content parce que moi je n'ai connu que ça. Je n'ai connu que ma vie en Belgique puisque je suis née ici, mais les premières difficultés ont été d'abord l'intégration, qui n'a pas toujours été facile parce que comme papa en parlait, c'est vrai qu'on nous a toujours traités de sale macaroni. Il est arrivé où votre papa? Dans quel coin de Belgique? Dans une communauté italienne. On habitait le quartier Saint-Folière en Outremeuse et là on a vécu avec des Belges qui ont été extraordinaires. Donc vous êtes arrivé à Liège. Chacun dira alors son trajet, Johanna, de la Sicile à Liège et on verra si la conversation s'impose. D'où venaient les Italiens de Belgique dans la deuxième partie? On verra ces fonctions des appels. Je termine rapidement autour de la table. 70 ans après, et vous savez que les questions d'immigration sont très sensibles en ce moment, on dit merci aux Italiens, Martial. Que doit dire la Belgique à l'occasion de ce 70e anniversaire? Merci. Je pense qu'on peut les remercier d'être venus effectivement travailler dans nos mines. Et je pense que les Italiens d'aujourd'hui Est-ce qu'ils attendent ça d'ailleurs, d'après vous? Je ne sais pas s'ils l'attendent, mais en tout cas, je pense qu'ils sont contents finalement de la manière dont ça s'est passé. 70 ans après, il y a une parfaite intégration et une belle alchimie entre Italiens et Belges. On n'entend plus personne aujourd'hui, comme on disait à Charleroi, traiter les Italiens de mougneux de tube. Ah, donc c'est une vieille histoire, l'histoire de sale macaroni. On est sorti de ça depuis bien longtemps, alors Isabella. Oui, je pense oublié, globalement, ça. on fait vraiment partie, particulièrement en Wallonie, on fait vraiment partie du paysage. On a des postes importants, en particulier dans les syndicats, mais aussi en tant qu'entrepreneurs, les commerçants, les politiques. Je veux dire, la Wallonie sans les Italiens ne serait pas la Wallonie. On a énormément donné, on a énormément reçu. Martial veut réagir. Ouais, mais juste, on en rediscutera le 13 juin prochain quand on jouera Italie-Belgique, parce que faut pas. Mais là, non plus exagérer. mon cœur sera brisé. Je voudrais juste dire quelque chose, Benjamin, pour terminer. Justement, à toutes les personnes qui ont connu la même histoire que moi, une histoire d'immigration, qu'elle soit italienne, qu'elle soit polonaise, qu'elle soit marocaine ou qu'elle soit turque, c'est très important de savoir d'où on vient, pourquoi on est là, et surtout de ne jamais oublier par rapport aux nouvelles immigrations, en particulier l'afflux de réfugiés qu'on a, on se doit de les accueillir dans les meilleures conditions. C'est un respect, ne fût-ce que de nos parents ou nos grands-parents à nous qui ont fait ce sacrifice. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge, et c'était où? Dans un instant, deuxième débat sur la table. Cette fois, elle est vraiment là depuis le temps qu'on parle de cette grille indicative des loyers. Ensuite, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser d'Ardard de sa voiture diesel? Et puis 10h45, la question qui dérange. Une ASBL qui s'accuse Croissance et qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles primaires au moment des cours d'éducation affective. Est-ce que c'est vrai? C'est vous qui le dites, je vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Azzaro Wanted, le nouveau parfum pour hommes, par Azzaro. Ça
Sarah de Padua. J'ai des étoiles plein les yeux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Et t'es là avec un sourire comme une banane. On sent au call center que ça s'active et c'est ça qui nous booste. Positiver nous rend complices. Vivacité, ma radio complicité. RTBF Ovio, une foule de contenus audio et vidéo à découvrir en direct ou plus tard. Sur mon smartphone, ma tablette ou mon ordi. RTBF Ovio, ma nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table, on commente l'actualité avec vous, avec Martial Dumont, l'avenir, avec Isabelle Aldenarduzzi, Jump. Cette fois, elle est vraiment là, depuis le temps qu'on en parlait. Cette grille indicative des loyers, donc le PS apparemment la voulait obligatoire, grâce ou à cause du CDH. Elle sera indicative, parenthèse d'ailleurs, vous l'auriez voulu obligatoire, ou ça vous va consultative, Martial ? Je pense qu'il y aurait eu un intérêt certain à la mettre obligatoire. Maintenant, elle est indicative, mais il y a quand même des contraintes dont on va sans doute parler au niveau des primes. Et donc, bon, c'est une solution alternative qui est acceptable, disons. Donc la question de ce matin est, qui croit que ça va faire baisser les prix? D'abord, un mot sur la fiabilité. Vous croyez à ça, Isabella? Donc une grille qui prend le quartier, l'année de construction du bâtiment, qui regarde le nombre de chambres, le logement, le double vitrage, tout ce qui concerne l'énergie, et après on arrive à un prix. Vous croyez à la fiabilité de cette grille? Je trouve en tout cas que, comme c'est dit, c'est indicatif. Donc il y a des repères qui sont très intéressants. Après, par exemple, on n'a pas du tout le niveau sonore, du bruit ambiant. On ne sait pas si on regarde une rivière, un jardin ou si on n'a aucun vis-à-vis. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être prises en compte et qui expliqueraient qu'elles ne soient qu'indicatives, qu'elles ne soient pas suivies, parce que sinon ça fait un peu soviétique quand même. Hein. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça donne des repères aux propriétaires pour fixer les prix et ça donne des marges de négociation aux locataires. Ah, sur la marge. Donc on nous dit à la région que la marge de négociation sera de 20%. Donc regardez le chiffre dit par la région wallonne et par sa grille. Et puis là-dessus, on pourra discuter de 20% à la hausse, à la baisse. C'est bien ça comme marge? Mais ça, c'est un peu curieux quand même, parce que si c'était une grille qui était obligatoire, ça aurait du sens d'avoir une marge. Ici, comme c'est une grille indicative, la négociation, on ne voit pas très bien où elle en est. Je dirais une maison qui vaut 600 €, si le proprio décide de la mettre à 800, comment voulez-vous négocier? Il va dire c'est 800, si ça ne te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Ah, ça, d'ailleurs, c'est un outil de locataire ou c'est un outil de propriétaire, Isabella? Comme je viens de dire, je pense que c'est vraiment un outil très utile pour les deux. Mais il y a un bâton, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne rentre pas dans cette grille-là, avec les 20% de marge, on peut ne pas avoir de prime à la rénovation, même si la prime à la rénovation, ce n'est que pour les couples qui ont jusqu'à, je crois, 93 000 € de revenus en un an. Mais en attendant, c'est quand même un bâton. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire.
obligatoire, mais il peut y avoir des conséquences. Mais c'est un bâton ou c'est un bâton que propriétaire, si tu ne respectes pas la grille, tu n'auras plus les primes de réhabilitation. C'est quand même un bâton parce qu'avec les contraintes de plus en plus fortes aujourd'hui sur l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment quand on revend un bâtiment, etc., il n'y a rien à faire. Quand on fait des travaux dans une maison, souvent ça concerne l'énergie. Et donc les locataires seront peut-être quand même influencés par ce choix en disant « Ah, si je ne respecte pas, je ne pourrai pas avoir les primes qui sont quand même intéressantes. » Et donc ça, je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Si on laissait cette grille indicative, il fallait quand même cadrer et influencer les propriétaires pour qu'ils puissent, à un moment donné, réfléchir à ce qu'ils font. J'en prends un au hasard, je le mets dedans. Est-ce que c'est important, pour calculer le tarif et le prix d'un loyer, de voir si le vitrage est simple, double ou triple? Est-ce qu'on a bien fait de mettre ça? Eh bien oui, ça c'est un autre point positif de cette grille, c'est qu'effectivement, au niveau énergétique, on fait payer un petit peu plus cher quand la maison est plus outillée et plus préparée à l'économie d'énergie, s'il y a un chauffage central, s'il y a effectivement du triple vitrage, si la toiture a été isolée, etc. Bravo, parce que ça aussi, ça incite. Sur le vitrage? Oui, je l'ai pris presque au hasard, parce qu'il y a beaucoup encore de logements simple vitrage. Oui, moi je trouve que c'est logique qu'on fasse payer plus quand la maison, quand on a fait des travaux dans la maison, notamment en matière d'isolation et de performance énergétique, dans la mesure où le locataire, grâce à ça, payera moins de charges fatalement, puisque au niveau du chauffage, etc., il y aura moins de consommation. Donc il y a une certaine logique effectivement à pouvoir permettre une hausse quelque part du loyer s'il y a eu des travaux énergétiques qui ont été faits. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Nous sommes à Ath. Christelle en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous qui êtes propriétaire notamment de 5 appartements, la question de ce matin c'est la suivante. Est-ce que cette grille va faire baisser les prix? Vous me dites quoi? Non, je ne pense pas. Et je voudrais rebondir sur ce que votre interlocuteur vient de dire en disant, bah oui, voilà, si on fait des frais énergétiques, alors on peut demander plus cher en loyer. Mais il faut savoir que les locataires, eux, leurs revenus personnels, professionnels n'augmentent pas. Donc on est toujours bloqué dans un sens comme dans un autre. Ah bah attendez, si ça ne fait pas baisser les prix, qu'est-ce que ça va faire? Alors ça va les empêcher d'augmenter? À quoi elle sert cette grille indicative des loyers? Il y aura toujours des propriétaires qui vont exagérer et abuser. Oui, mais alors ils n'auront plus de primes. Un locataire va venir dire... Oui, ils n'auront plus de primes, mais nous, en tant que propriétaires, on ne veut pas de primes, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui serait intéressant, c'est un foncier qui baisse. Donc les primes de réhabilitation, c'est important, Christelle, les primes de réhabilitation pour un multipropriétaire comme vous, c'est de la gnognotte, pas besoin. Pas besoin, non. Enfin, on a la chance de pouvoir travailler nous-mêmes dans le bâtiment, donc voilà, des primes, on n'en cherche pas, parce que ça ne sert à rien. Bah, vous irez voir quand même la grille indicative pour voir si vous êtes dans le bon ou vous voulez rien savoir? Oh, il est sûr que par curiosité, j'irai voir, mais je suis sûr que nous sommes dans le bon, vu qu'on ne demande déjà pas des loyers très chers pour pouvoir garder des locataires à long terme. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Ah oui, c'est pas le cas partout, non, effectivement. Exactement. La marge de négociation. La marge de négociation, ça ne nous concerne même pas, parce que dès qu'on parle de nos loyers, les gens viennent justement parce qu'ils voient un appartement entièrement carrelé, entièrement renouvelé, chauffage central, sanitaire conforme, cuisine équipée moderne. J'ai même pas une cuisine équipée comme mes locataires, donc voilà. Ah ben je vous dis merci pour la visite au passage. J'entends, Christelle, que cette grille indicative ne changera pas votre vie. Je termine autour de la table avec la question fondamentale. Est-ce que vous croyez que ça va faire baisser les prix, Martial? Je ne pense pas que ça va faire baisser les prix, mais en tout cas, ça en fera certainement réfléchir plus d'un. Ça fera baisser les prix, Isabella? Moi non plus, je ne suis pas certaine que ça va faire baisser les prix, mais bravo au pouvoir public en tout cas, qui a fait son job en donnant juste des paramètres de décision et de négociation. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, multipropriétaire. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers, type de bâtiment, nombre de chambres, énergie, situation géographique. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Dans un instant, troisième débat sur la table. À cause du plan climat à Bruxelles, est-ce qu'on doit se débarrasser d'Ardard de sa voiture diesel? Bientôt, on ne pourra plus faire rouler celle qui date d'avant 2006. Et puis 10h45, question qui dérange. Une ASBL qui s'appelle Croissance est accusée par la dernière heure de faire du prêche anti-avortement dans les écoles quand elle est appelée pour donner des cours d'éducation à la vie relationnelle. Est-ce que c'est vrai ça? Des pros anti-avortement? C'est vous qui le dites, je vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message.
Théo Broma Cacao. Et que la joie soit notre éternel lendemain. Qu'est-ce qui se passe, grand padré? Tu concasses, à moins que tu ne te prennes pour un conquistador. Prenons à droite, suivons les effluves chocolat du peuple maya, saluons les noisetiers du Piémont au passage, acclamons les fèves du Ghana, mon enfant. De l'Équateur et de la Côte d'Ivoire. La Wallonie n'est plus très loin. Nos amis maîtres chocolatiers non plus. Ce sont des religieuses d'Oaxaca qui eurent la curieuse idée de marier sucre de canne, cacao, fleurs d'oranger pour ôter l'amertume à ce fruit. Et dans une tenue, Tout aussi ecclésiale, Arnaud, Alexandre, Olivier, Adrien, Dominique et les autres. prouvant qu'à plus de 10 000 km de son lieu de naissance, on peut maîtriser la transformation de l'or brun. Après torréfaction, broyage des fèves pour obtenir la fameuse pâte de cacao, vient l'étape 1 de l'enrobage. Préparation du cadre, chablonnage, Enrobage avec l'enrobeuse, étape du tempérage, sur marbre pour le grand chef. caresser, valser, leur devise. Faire le beau geste au bon moment. Vient alors le moulage, remplissage des formes, décoration au cornet. Dis ce qu'appellent les Français crottes de chocolat. Pourquoi les Belges les appellent des pralines? Christophe Colomb aurait lui-même confondu les fèves avec quelques souvenirs de chèvre. Mettons cela sur une erreur de glisse. Qu'est-ce qui se passe, grand padré? Je m'imagine dans la peau de ce Toltec 400 ans après Jésus-Christ qui eut le chic d'oublier ses fèves au soleil. Pour les chocolats, rassure-toi, je les garde à l'ombre. Tradition et savoir-faire. Mon identité, Ta créativité. raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel, Mon patrimoine. vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Martial L'Avenir, Isabella, Jump. C'est en quelque sorte la suite d'hier, ce fameux plan climat à Bruxelles avec cette zone Low Emission Zone, on l'appelle la LEZ un petit peu partout. Donc à partir de 2018, les voitures diesel très polluantes interdites. Avançons un peu dans le temps car l'agenda dans ce dossier est intéressant. À partir de 2020, interdiction des diesels d'avant 2006. Il y a toute une série de modèles qui vont disparaître. Est-ce qu'il faut, Isabella, se débarrasser de toute urgence de son diesel pour Bruxelles et pour ailleurs d'ailleurs? Enfin, oui, je pense Oui, oui. absolument. Un vieux diesel pollue énormément, beaucoup trop qu'une ville ne peut supporter. Donc il était temps de pouvoir rejoindre la Commission européenne qui nous a quand même mis en demeure, de pouvoir respecter nos engagements en matière de climat. On ne pourra le faire qu'en passant par là. Là, encore une fois, l'acte d'achat d'une voiture, c'est un acte de responsabilité qui a un impact sur la collectivité. Et donc oui, tout à fait, il était vraiment temps. Bon, parlons quand même 2 secondes de ménage. Certains ont acheté une voiture, ont acheté un véhicule diesel et se retrouvent du coup depuis hier avec une voiture qui est persona non grata. Ça va être facile à gérer, ça, Martial ? Ça va être compliqué à gérer, c'est certain. Mais maintenant, elles seront interdites, mais si je ne m'abuse, on pourra malgré tout encore les utiliser moyennant une espèce de surtaxe ou en payant. Bon, voilà. C'est pas le but. Mais je crois qu'elles sont interdites. Non, elles sont interdites. Elles sont interdites. Oui. Elles sont complètement interdites. Oui, c'est 10 000 voitures qui doivent disparaître de la circulation à Bruxelles en 2018. 2018, c'est les diesels d'avant 97 qui sont interdites, et puis on avance dans le temps jusqu'à 2020 où les diesels d'avant 2006 seront interdits. Alors moi je veux bien, mais encore une fois, ce genre de mesure qui peut être intéressante pour faire diminuer la pollution, il faut que ce soit aussi accompagné d'autres mesures. De nouveau, on revient au même problème par rapport au transport en commun, aux investissements dans les transports en commun. On voit ce qui se passe aujourd'hui, ne fût-ce qu'au niveau de la SNCB, on réduit les investissements, on serre partout. Donc ça va trop vite. 2020 pour supprimer les diesels, ça va trop vite. Mais c'est pas que ça va trop vite, c'est qu'il faut accompagner. Je veux dire, si on diminue la possibilité de se mouvoir
d'une manière, il faut augmenter les autres possibilités. Or, ça, on ne le fait pas. Et donc, c'est complètement absurde. La deuxième chose qui est absurde, c'est qu'on ne fait ça que à Bruxelles. Enfin, je veux dire, ça me fait un peu penser au nuage de Tchernobyl avec la France qui avait dit non, le nuage s'est arrêté à nos frontières. Si on ne fait ça qu'à Bruxelles, ça n'a aucun sens. Il paraît que la Wallonie réfléchit, mais on n'y est pas encore. C'est pour Bruxelles pour l'instant. Vierde est en ligne. Pierre-Yves, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez quoi comme véhicule diesel? J'ai un 4x4 Nissan Patrol, donc bien polluant. Et alors... de quelle année? Il va sur ses 12 ans. Alors, je vous donne les dates. Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. À partir de 2018, c'est ceux d'avant 97 qui sont déjà persona non grata interdits. Est-ce qu'on doit se débarrasser absolument de votre 4x4, Pierre-Yves? Mais absolument pas, parce que je vous explique pourquoi. J'ai un deuxième 4x4 qui est très récent, c'est un VW à Maroc, qui est en panne dans la prairie à côté de la maison depuis 2 mois, à cause justement des normes anti-pollution. Mais donc ça prouve bien qu'il faut se débarrasser au plus vite de ce genre de véhicule. Donnez-moi un conseil. Vous conseilleriez à un voisin d'encore acheter une diesel? Moi, je ne vois pas franchement où est le problème. Vous ne pourrez plus rouler dans Bruxelles. Vous ne pourrez plus rouler dans Bruxelles, Pierre-Yves. Que ce soit dans Bruxelles ou autre part. Où est-ce qu'il vit? Où est-ce que vous vivez, monsieur? Moi, ici, écoute, Pierre-Yves est à Vierde. En Wallonie. Vous allez à Bruxelles de temps en temps? Oui, je suis. Oui, je vous entends. Je suis à Vierde, Namur. Maintenant, je vais vous expliquer. Ma voiture qui était en panne, on me dit qu'il faut que je roule beaucoup plus avec. Alors, il faut m'expliquer si je roule moins avec un gros diesel polluant, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez rouler, mais pas à Bruxelles. Vous serez interdit, Pierre-Yves. C'est pour ça que je vous demande s'il faut liquider la voiture. Ça va susciter quoi? Je termine rapidement autour de la table, messieurs, dames. Ça va susciter quoi sur le marché de l'occasion? Puisqu'on ne peut plus aller revendre sa diesel sur le marché de l'occasion. Elle ne trouvera plus acheteur chez nous. Ça va générer quoi? Tant mieux. Tant mieux. Du coup, on va probablement l'exporter dans des régions moins densément peuplées, ce qui n'est pas plus mal. La seule chose que je regrette par rapport à la décision du gouvernement bruxellois, c'est qu'encore une fois, ce sont les Bruxellois qui vont payer, puisqu'on a refusé la vignette, qui là aurait dû être payée par toute personne qui vient dans Bruxelles. Ici, il faudra que ce soit les Bruxellois qui payent les caméras, plus toute l'installation et la vigilance, donc l'agence de sécurité, pour effectivement faire respecter ces conditions. Et ça, je trouve que c'est un petit peu injuste. Rapidement, Martial, Isabella est contente qu'on envoie tous les diesels en Afrique. C'est la bonne solution, du coup? Ça, c'est un petit peu du NIMBY, que ces voitures partent dans des endroits où il y aura moins de population. Je ne suis pas du tout sûr. Quand on retrouvera des vieux 4x4 comme ça, ou des vieux diesels en plein Marrakech pour aller polluer... là-bas, je vois pas tellement où est l'intérêt. C'est ce que je disais avec Tchernobyl tout à l'heure. D'autres régions, c'est pas nécessairement l'Afrique non plus. Ça peut être dans les forêts d'Ardennes. J'ai tenté, vous avez relevé. Voilà, on sait quand même souvent que ce genre de véhicules qui sont vieux partent à l'exportation vers l'Afrique. Ça, c'est un fait. Isabella Lenarduzzi, Martial Dumont. Bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? Ensuite, cette fois, ça y est, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Et puis, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. 070 233 466 par SMS au 3063. On appelle ou paye. Nounzia, bonjour. Oui, bonjour Martial. Qui est le premier Italien de la famille à avoir posé le pied sur le sol belge chez vous?